Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Centre Rabelais. Très heureux de vous voir nombreuses pour cet événement, pour l'Agora des Savoirs de ce soir. Je vais commencer par quelques remerciements, puisque effectivement on a la chance ce soir d'avoir la traduction simultanée en langue des signes avec Desel, qui va donc assurer la lourde tâche de traduire les termes qui sont des fois quand même un petit peu compliqués, on va pas se le cacher, de la terminologie ethno-écologique et écologique. On a aussi la chance d'avoir la post-production, la captation vidéo et sonore avec FlexiProd, donc merci à Antoine, et toutes les personnes bien sûr qui ont participé à l'organisation de cette belle soirée. Merci à la ville et à la métropole de Montpellier bien sûr pour l'organisation de l'Agora des Savoirs. L'Agora des Savoirs, c'est loin d'être fini, hein. Vous avez une prochaine séance et je vais l'indiquer tout de suite et faire la pub pour la semaine prochaine, puisque pas la semaine prochaine, dans quelques temps, dans mercredi 30 avril exactement, à 19h, on aura Michel Lussolt qui a écrit un très bel ouvrage, Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre, et on parlera, vous le verrez, de choses qui sont connectées par rapport à ce qu'on va évoquer ce soir. C'est la cohabitation avec les non-humains, les autres êtres vivants qui nous entourent, mésanges bleus, lierres, etc., etc. Mais ce soir, nous allons parler d'une grande question. Qu'est-ce qu'une espèce ? Alors la question peut sembler simple, presque scolaire. En biologie, l'espèce, c'est une unité de mesure très importante qui permet d'échanger entre collègues scientifiques, de mener des programmes de recherche. Cependant, cette unité, on va le voir, elle est difficile à définir. Est-ce que c'est une même forme ? Est-ce qu'on peut dire que deux individus qui se ressemblent font partie de la même espèce ? Mais alors là, que fait-on de la variation à l'intérieur d'une même espèce ? Si on parle par exemple de certaines espèces d'oiseaux, et je pense que vous en connaissez tous et toutes, entre le mâle et la femelle, les variations sont extrêmement importantes. On a aussi des convergences de formes entre des espèces différentes, donc ça veut dire des espèces différentes qui se ressemblent. Donc la forme, décidément, c'est peut-être pas forcément le bon calcul. Après, on peut avoir le critère d'interfécondité, deux individus se reproduisant et dont la descendance et fertile font partie de la même espèce. Mais si on regarde de plus près, et c'est ce qu'on va faire ce soir, cette définition vacille. Et ce flou, il n'est pas seulement du côté de la biologie, mais il est également du côté des cultures humaines de manière générale. On n'est pas les seuls à catégoriser le vivant, loin de là, les scientifiques. En ethnoécologie, les classifications populaires du vivant ne recoupent pas toujours celles des biologistes, loin de là. Ce qu'un peuple appelle, entre guillemets, espèce, peut reposer sur des critères d'usage, de symbolisme, de relations tissées au fil du temps, au fil des générations. Ainsi, finalement, penser l'espèce, c'est aussi interroger notre manière de découper le vivant entre regard scientifique, perception humaine, histoire de liens que l'on tisse avec notre monde. Meredith Ruth-Bernstein nous propose cette plongée dans cette notion d'espèce et plus particulièrement donc son relation avec les êtres vivants dans son dernier livre, donc Qu'est-ce qu'une espèce, aux éditions Humaine Science, qui est sorti tout récemment en janvier. Pour présenter rapidement Meredith Ruth-Bernstein, elle est chercheuse au CNRS, en poste au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Ses recherches portent sur l'écologie de la dégradation et de la restauration, le réensauvagement, l'ethnographie des relations homme-environnement et les connaissances écologiques locales. Après une deuxième maîtrise en conservation et un doctorat en écologie, elle a entamé une série de post-doc en travaillant avec des géographes, des anthropologues, et elle travaille depuis de nombreuses années dans le centre du Chili, où elle a cofondé, on en reparlera, l'ONG Kintu, pour soutenir un projet de réintroduction de guanaco comme forme de restauration naturelle. Vous connaissez les guanacos ? Qui connaît les guanacos ? Quelques personnes. Donc c'est une espèce, on verra, de lama sauvage, et on reviendra dessus, proche parenté avec la vigogne notamment. Depuis 2020, elle enseigne le design pour les interactions entre humains et non-humains et des ontologies de la nature dans le cadre d'un programme de maîtrise géodesign de l'Académie de design à d'Eindhoven. Et depuis longtemps, mais particulièrement depuis son arrivée en France en 2017,
Elle collabore avec divers artistes et designers sur une variété de projets d'art et sciences et d'art environnemental. Merci beaucoup, Meredith, d'être avec nous ce soir pour nous évoquer donc ce concept d'espèce. J'ai particulièrement aimé l'ouvrage justement parce qu'on plonge totalement dans les difficultés et les frontières qui sont extrêmement poreuses entre diverses espèces et entre divers êtres vivants. Et peut-être pour commencer et pour revenir donc sur ce concept, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de s'accorder au niveau scientifique sur une définition unique, consensuelle? Oui, ça marche? Et ça marche, oui. Okay, très bien. C'est bon? Vous m'entendez? Très bien. Allez, très bien. Il y a des pouces qui se lèvent à vous. Ok. Oui, bon, d'abord, merci pour l'invitation d'être ici ce soir. Je suis ravie. Et oui, pour commencer, pourquoi c'est tellement difficile de s'accorder sur une définition d'espèce? C'est, bon, pour donner la réponse, et je vais l'expliquer, mais la réponse simple, c'est que c'est parce que les espèces n'existent pas. Les espèces sont dans la nature, il n'y a pas d'espèces, pas vraiment. L'espèce, c'est donc une invention, c'est une catégorisation, c'est une invention culturelle, sociale. Mais c'est pas que il y a évidemment beaucoup de variations parmi le vivant. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Mais pourquoi alors je dis que les espèces n'existent pas vraiment? Mais je crois que le plus facile pour répondre, c'est de tracer un peu les différentes tentatives de définir une espèce, non? Donc, si on commence dans l'histoire de la taxonomie ou l'histoire de l'histoire naturelle, comme vous avez dit, les gens ont un peu commencé avec l'idée peut-être évidente de classer les vivants, les animaux, les plantes, et les bactéries, finalement, à la fin, quand on a découvert les bactéries, et les champignons, selon leur apparence, selon la morphologie, c'est-à-dire la forme de l'animal ou le plante ou champignon. Mais donc, comme vous avez déjà aussi dit, que très rapidement, on découvre qu'il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup de problèmes avec penser que chaque espèce a une forme ou que chaque forme correspond à une espèce. Donc déjà, il y a évidemment des espèces où il y a le mâle et la femelle qui ont des formes très différentes. Il y a aussi beaucoup d'espèces où la forme juvénile est très différente de l'adulte. Il y a toutes les espèces qui sont métamorphiques, donc il y a des énormes différences entre les différentes étapes de vie. Comme papillon comme chenille. Papillon, ouais. Comme je crois que tous les insectes font la métamorphose. En fait, la métamorphose, c'est beaucoup plus commun qu'on pense parce que on ne le voit pas chez les mammifères et on pense toujours aux mammifères quand on pense vivant. Mais il y a pas mal d'amphibiens qui font métamorphose d'un type ou d'autre. Tous les insectes, donc beaucoup les crabes et des animaux de ce type, non, qui ont des exosquelettes. Mais surtout, il y a beaucoup d'animaux qui habitent dans l'océan, donc on ne les voit pas typiquement, on n'est pas conscient du fait que presque, bon, je ne sais pas combien, mais une majorité des espèces de l'océan font la métamorphose. Donc, en fait, la métamorphose, c'est très commun, il faut le prendre en compte. Donc, on ne peut pas dire qu'une forme correspond à une espèce ou qu'une espèce correspond à une forme. Donc, c'est plus compliqué que ça. Il y a trop de problèmes. Il y a aussi des espèces, comme vous avez aussi évoqué, qui sont très similaires entre eux. Genre, un expert, une experte ne pourrait pas les distinguer à l'œil, mais ils sont quand même, on a d'autres raisons à penser qu'ils sont deux espèces différentes. Donc voilà, un autre exemple de la complication, si on prend juste l'apparence. Mais alors, quelles sont ces autres raisons à penser que nous avons deux espèces, même s'ils sont très similaires par l'apparence? Donc, au moment qu'on a commencé à comprendre la génétique, quand la génétique a été découverte et développée comme discipline, on a commencé à avoir d'autres formes de définition d'espèces qui sont basées sur la génétique. Donc, la première de ce type de définition, qui est toujours très, très répandue, très populaire, une des définitions plus utilisées, c'est la définition qui dit que nous avons deux espèces si nous avons deux populations qui ne reproduisent pas entre eux.
Donc là, quand même, là, il y a déjà une complication parce qu'on peut avoir du population d'un animal qui, disons, a l'apparence exacte, mais ils ne reproduisent pas parce qu'il y a, je sais pas, une montagne entre les deux. Donc, on peut demander, mais est-ce qu'il n'y avait pas cette montagne, est-ce qu'ils pourraient se reproduire entre eux? Et donc, s'ils pourraient reproduire, est-ce que ça veut dire qu'ils sont vraiment une espèce, ou est-ce que le fait que dans la réalité, ils ne reproduisent jamais, est-ce que ça veut dire que dans les faits, ce sont deux espèces? Donc déjà, c'est un peu, il y a une ambiguïté déjà avec ce type de définition par reproduction entre deux populations. Mais bon, et après ça, il y a autre type de critères génétiques où on essaie, par exemple, de tracer les lignées de descendance par la génétique. Donc, on prend des différents exemples des gènes, beaucoup d'êtres vivants différents. On essaie de les mettre dans l'ordre de leur lignage plus probable. Donc, on met les gènes qui sont plus similaires. On dit qu'ils sont probablement plus étroitement relationnés, ces êtres avec les gènes moins similaires, moins étroitement relationnés. On essaie de formuler logiquement un type d'arbre d'évolution. Et donc ça, c'est avec ce type d'analyse, on peut dire que à la fin, tous les lignées séparées par cette analyse sont des espèces différentes. Donc le problème qu'on a d'abord, c'est que toutes ces différentes formes d'analyse peuvent donner des réponses différentes. Donc, ils peuvent avoir des cas où l'analyse par lignée, par descendance génétique, suggère que nous avons deux espèces différentes, pendant que, en termes de leur reproduction entre populations, on voit qu'il y a des reproductions entre les deux populations. Alors, est-ce que ça a assez deux espèces ou une espèce? Donc, ça, c'est le type de problème qu'on peut avoir et qu'on a tout le temps, qu'on essaie de définir une espèce. Donc, le problème, c'est que, en fait, dans la nature, il y a des populations d'animaux, de plantes, de champignons qui ont des apparences similaires ou différentes, qui ont de la reproduction ou pas entre leurs différentes populations et qui ont différentes lignées de relations par ascendance-descendance avec d'autres espèces. Et tout ça vient dans toutes les combinaisons possibles. Et ça veut dire que il y a aucune force, comment on veut dire, dans l'évolution qui vraiment essaie de créer des êtres de forme particulière ou des populations isolées ou des lignées bien définies. Il n'y a rien qui crée ce type de choses dans la nature. Et oui, il n'y a pas. En fait, dans le premier chapitre de votre ouvrage, vous parlez d'unité de la nature comme unité de mesure. En fait, l'espèce, nous la créons, cette unité de mesure, pour pouvoir, comme je le disais en introduction, faire des programmes de recherche, faire de la politique dessus les espèces, de la gestion du vivant. Sans cette notion d'espèce, on serait bien embêté finalement. Oui, non, la notion d'espèce, c'est hyper utile pour beaucoup de choses et surtout pour moi, par exemple, dans mon travail en tant qu'écologue, c'est hyper utile de pouvoir avoir une définition d'espèce qui vient avec un nom scientifique taxonomique parce que cela me permet de chercher de toute l'information scientifique qui a été créée sur cette espèce, c'est tout indexé avec le nom d'espèce, avec un nom scientifique qui réfère à une population ou plusieurs populations avec une telle et telle apparence, etc. Et qui sont supposément, selon les analyses, plus ou moins relationnées à ces autres espèces. Donc, pour moi, le plus important de la notion d'espèce, c'est que c'est une manière de trouver et de retrouver de l'information scientifique et de partager cette information aussi. Et
comme vous l'indiquez, la forme, l'interfécondité, l'aspect lignage sont compliqués et amènent des difficultés parce que le vivant nous contredit très souvent. Et en plus, il y a aussi des nouveaux concepts qui ont émergé du côté scientifique. Alors, je pense au concept d'holobionte, dont quelqu'un que certains et certaines connaissent ici, Marc-André Sellos, qui est aussi professeur au Muséum national d'histoire naturelle et qui est passé effectivement à l'Agora des Savoirs et qui a été professeur à l'université de Montpellier, a écrit un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle Jamais seul, où il parle beaucoup de cette notion d'holobionte. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Parce qu'effectivement, alors là, ce concept d'holobionte, et d'ailleurs il est assez fracassant dans votre ouvrage, ça brouille totalement la frontière que l'on peut faire entre des espèces très différentes. Oui, j'aime bien le concept d'holobionte. C'est l'idée, en gros, l'idée c'est que chaque être vivant est un habitat pour des autres êtres vivants. Donc, les êtres macroscopiques, grands comme nous avons beaucoup d'êtres très petits, microscopiques, peuvent avoir une cellule, des bactéries, etc., qui habitent dans nous et sur nous. Nous avons aussi nous pouvons avoir différents types de parasites qui sont plus grands, mais qui habitent dans nous ou sur nous. C'est la même chose pour tous les vivants. Donc, tous les animaux ont des parasites de différents types. Mais parasites, ça a une implication négative. Mais l'idée de holobionte, justement, ça mettre ensemble les parasites peuvent avoir un effet néfaste, mais aussi beaucoup d'êtres vivants qui habitent sur nous et dans nous, qui peuvent avoir des effets super bénéfiques pour l'organisme. En fait, l'idée de holobionte veut dire que chaque organisme est fait d'autres organismes et nous ne pouvons, je veux dire tous les êtres vivants, nous ne pouvons pas vivre sans ces autres êtres vivants qui habitent dans nous et sur nous. Parce qu'en fait, ça fait un tout et chaque être qui habite dans nous, comme nous sommes l'habitat pour cet autre être, et nous sommes genre ensemble dans un type d'écologie qui est à la fois un type de physiologie. Donc c'est un fonctionnement que voilà, c'est un fonctionnement entier. Et si on essaie de briser ces relations multi-espèces, qui d'ailleurs pas forcément possible dans tous les cas, on ne pourrait pas vivre. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi pour penser le concept d'espèce, là, c'est que le concept d'espèce ne prend pas du tout en compte l'idée que chaque espèce, c'est une multitude d'espèces, en fait. Donc, on ne peut pas parler de l'espèce humaine, Homo sapiens. Bon, techniquement, on est tous holobiontes, on ne doit pas parler juste de l'Homo sapiens parce que l'Homo sapiens n'est jamais seul, en fait. Mais il n'y a pas de concept similaire au concept d'espèce pour ça. Genre, on a l'idée de l'holobionte, mais il n'y a pas de nom spécifique pour tous les différents holobiontes, par exemple. Oui, en fait, le système avec moi plus mon microbiote intestinal sur la peau, etc., effectivement, il n'y a pas de nom pour ce système-là en tant que tel, quoi. Et en fait, ça me fait naître aussi une autre question sur d'autres interactions qui sont complexes et que l'on retrouve aussi dans votre ouvrage. C'est, par exemple, prenons le lichen, qui est une espèce, puisque là, pour le coup, on donne un nom à une espèce, mais qui finalement est le composé de 3 organismes. Donc c'est vrai que là aussi, là, en termes de frontières brouillées, on peut remettre en question ces frontières très étroites de l'espèce. Oui, là, le cas des lichens, c'est intéressant parce que justement, les lichens sont aussi des holobiontes, mais c'est un cas d'holobionte où tous les êtres sont un peu de la même taille. Donc, on parle aussi de symbiose, mais c'est un peu un concept très similaire à holobionte. En tout cas, oui, c'est un type de holobionte. Et le nom qu'on donne au lichen, si je ne me trompe pas, c'est basé sur le composant champignon. Et les autres composants algues et levure ne sont pas inclus dans le nom. Donc, ces 2 autres composants peuvent varier, mais ça, c'est pas indiqué dans les noms d'espèces qu'on donne au lichen. Et donc,
en fait, les gens qui sont spécialistes dans le lichen disent que probablement il faut trouver un autre moyen pour nommer les lichens, mais personne n'a vraiment imaginé comment faire ça pour le moment. D'accord, d'accord. Donc il y a un chantier de recherche justement sur rien que le fait de nommer les lichens. Je vais passer sur un autre sujet, mais qui est toujours connecté bien sûr à ce concept d'espèce, c'est comment apparaît une espèce, et plutôt comment on fait apparaître une espèce sur notre belle planète Terre. Donc cette notion de spéciation, c'est vrai qu'on peut se demander à quel moment une espèce surgit d'espèces qui étaient apparues avant sur cette planète Terre. Oui, bon, en gros, il y a deux manières de faire la spéciation. Il y a la fission d'espèces et la fusion des espèces. Donc, fission, c'est ce qu'on imagine normalement. Non, il y a une espèce, il y a des différentes populations de l'espèce qui sont séparées géographiquement par, je sais pas, des montagnes qui forment ou une océan qui forme quelque chose comme ça sur le temps long, le temps géologique. Et donc, ils sont séparés, ils ne reproduisent plus entre eux et chacun diverge par l'évolution. Et après quelques millions d'années, ils sont tellement différents que sont par tout critère possible des espèces différentes. Donc ça, c'est le scénario typique de spéciation, de comment une espèce devient plus d'une espèce. Mais un autre scénario on a découvert ça plus récemment et c'est hyper intéressant, c'est que la fusion d'espèces peut former des nouvelles espèces. Donc là, je parle de l'hybridation. Donc, en fait, on a longtemps pensé que l'hybridation produit que des animaux ou des plantes stériles qui ne reproduisent pas. Et donc, ça n'amène à rien. Mais en fait, plus récemment, dans les 10 années avant maintenant, on a plus ou moins commencé à comprendre que non, qu'il y a beaucoup de cas, surtout dans les plantes, mais aussi, on comprend de plus en plus que ça passe aussi avec les animaux, que l'hybridation des espèces peut former une troisième espèce, qui est l'hybride. Parce que c'est pas toujours stérile et parce qu'il y a aussi beaucoup de phénomènes où, par exemple, c'est pas juste une pure hybride de espèces A et B, mais on peut avoir espèces A et B et l'hybride C, disons, mais C peut aussi reproduire avec A et avec B, et on peut avoir dans toutes les combinaisons possibles. Et avec toutes les combinaisons, on arrive à avoir des choses qui ne sont pas purement A ni purement B. Ils sont des C, il y a des choses toutes les possibilités intermédiaires peuvent émerger. Donc à la fin, ça peut ils peuvent avoir des lignées de A et B ailleurs qui restent comme ils sont. Mais dans cette zone d'hybridation, on peut avoir beaucoup de possibilités d'émergence de différentes lignées qui vont devenir des espèces différentes. Mais ça veut dire qu'après, il y a plus de reproduction avec, par exemple, C qui ne se reproduit plus du tout avec A ou B, et donc il se maintient juste dans sa forme C. Ou est-ce que ces A, B et C peuvent tout le temps se reproduire, mais on les considère comme trois espèces différentes? Oui, mais là, ça devient compliqué parce que tout à fait, C peut continuer à reproduire avec les autres C et ça peut devenir une lignée de C, mais aussi C peut continuer à reproduire aussi avec A ou avec B. Donc, on peut avoir des hybrides avec l'hybride, donc c'est double hybridation de certaines manières. Donc, et aussi, il y a des trucs plus compliqués dans la génétique. Il y a certains segments des gènes qui sont passés et d'autres qui ne sont pas passés. Donc, on peut avoir un animal ou une plante qui est partiellement hybridisé ou partiellement hybridé. Et puis, voilà, il y a beaucoup de différentes formes de mélange. Et certains de ces mélanges peuvent être très adaptés à une certaine condition de l'environnement ou comme ça et deviennent des espèces comme ça. Donc, en fait, c'est hyper compliqué. Mais c'est ça, c'est un sujet de recherche actuel que je trouve très intéressant. Donc on a parlé de la forme, interfécondité, lignage. On n'a pas parlé forcément des comportements que peuvent avoir deux espèces différentes et qui sont pas forcément que des comportements de type proie-prédateur ou parasitisme. Dans votre ouvrage, alors je vais me permettre de lire un petit extrait parce que
Je trouve que cet extrait, il illustre bien la question que je vais poser juste après. Alors, c'est une tortue. Meredith nous parle d'une tortue sillonnée appelée Crouton, négligée par ses propriétaires et qui se retrouve dans un refuge animal et qui rencontre un groupe de chiots dogs de Bordeaux. Cette tortue, Crouton, a commencé à se mettre au milieu d'eux, probablement attirée au début par leur chaleur, même si elle avait sa propre couverture électrique où elle pouvait se chauffer tranquillement. Avec le temps, elle s'est liée à un chiot en particulier, Guppy, et tous deux se blottissaient l'un contre l'autre, restant amis pour la vie. Et je voudrais bien, parce que ça s'appelle Amis animaux, cette partie, je voudrais bien revenir sur cette... Alors là, pareil, qui brouille encore un peu plus les frontières, cette fois-ci, du comportement. On a l'impression qu'au sein d'une espèce, on peut avoir des comportements affectifs, attractifs, qui sont, entre guillemets, normaux. Par contre, dès qu'on passe sur le rang de l'espèce, deux espèces différentes, là, ça paraît effectivement assez étrange de se dire qu'il peut y avoir des relations amicales entre une tortue et un chiot. Donc, revenons sur cette notion d'amitié. Qu'est-ce qu'on appelle amitié chez, justement, des animaux non humains? Oui, mais avant de définir amitié, je ne sais pas si on peut le définir, mais je veux dire que la raison pour laquelle je m'intéresse à la question de l'amitié entre animaux, ou oui, je crois pas qu'il y a amitié entre plantes, on peut en parler, c'est plus compliqué, mais c'est parce que si je propose que dans la nature il n'y a pas d'espèces parce qu'ils ne sont pas produits par la nature, par l'évolution, c'est purement une classification culturelle. Alors si ça c'est vrai, on doit voir que les espèces même ne reconnaissent pas les espèces. Non, parce que si les espèces sont une construction culturelle, alors est-ce que les espèces reconnaissent d'autres espèces? Non, c'est ça la question que je voulais poser. Mais bien sûr, les autres espèces ont aussi des cultures et des psychologies et classifient des choses, non? Donc, on peut se demander comment est-ce que les autres espèces classifient les autres espèces, ou est-ce qu'ils classifient des choses comme si ils étaient d'autres espèces, non? Voilà. Donc la question d'amitié intervient là parce que c'est un type de relation sociale où on classifie de certaine manière des autres êtres. Donc moi, si j'ai des amis, ce sont des individus que je classifie, je catégorise comme des personnes que j'aime le plus, quelque chose comme ça, non, avec qui j'ai certains types d'interactions sociales qui sont positifs, on peut dire, non? À différence d'autres personnes que je connais pas. Donc, est-ce que, voilà. Donc, l'idée d'amitié, c'est déjà, si on le définit un peu comme ça, c'est une relation sociale. Une relation sociale, c'est une relation que nous pensons, dans le comportement d'animaux, le comportement humain aussi, comme une relation, que nous avons au sein d'une espèce. Donc le social, c'est toujours défini par une espèce. C'est comme ça qu'on définit les sciences sociales. On parle que des humains, parce qu'on parle que de la société au sein de l'espèce humaine, non? Donc société, c'est un concept normalement pensé comme un concept au sein d'une seule espèce. Donc l'idée d'une amitié entre espèces, ça c'est déjà un peu bizarre dans le sens que ça implique une socialité qui va au-delà de la classification d'espèces, non? Donc déjà s'il y a des amitiés entre espèces, c'est déjà une indice que pour certaines autres espèces qui ont ce type d'amitié, ils ne définissent pas l'espèce comme nous parce qu'ils voient ces autres animaux, que nous pensons d'autres espèces, comme partie de leur société, de leur socialisation. Donc c'est ça un peu pourquoi j'ai posé cette question. Et ce qui est intéressant, c'est que si on définit l'amitié comme une relation sociale positive, de vivre ensemble de manière aussi, si on prend le point de vue de comportement animal, on peut définir certains comportements qui sont faits typiquement entre animaux de la même espèce. Donc, par exemple, des animaux sociaux font beaucoup de choses dans leurs relations entre eux, genre par exemple le nettoyage mutuel,
vous me grattez, comme ça, ou le partage de nourriture, ou dormir ensemble dans un terrier, par exemple, beaucoup de choses comme ça. Donc, on peut demander si ces mêmes comportements sont faits auprès d'autres espèces. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit. Par exemple, dans cet exemple que vous avez donné, ils dormaient ensemble. Donc, dormir ensemble, pour beaucoup d'animaux, c'est une activité sociale. Donc, en base de ça, on pourrait dire, oui, il fait une extension des comportements sociaux aux autres espèces. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir une amitié entre espèces. Et alors là, pour aller sur l'autre versant, qui serait plus le côté agression au sein d'une même espèce, alors vous l'indiquez dans un exemple entre, je crois, le coyote et le loup, où finalement le loup va avoir, enfin les loups vont avoir une relation avec les coyotes qui est extrêmement particulière et vont bien distinguer les coyotes des autres êtres vivants qui peuvent être par exemple autour d'un cadavre qui a été tué, enfin d'un être vivant qui a été tué par les loups. Et ça c'est vrai que c'est aussi très intéressant de voir l'autre face de la pièce qui est vraiment les comportements d'amitié au sein d'une même espèce qui brouillent les frontières, puisque là on parle entre plusieurs espèces, et les comportements d'agression, de domination, etc., que l'on peut retrouver par exemple entre le coyote et le loup. Oui, tout à fait. Donc, dans cet exemple des animaux qui sont autour d'un cadavre d'un bison, par exemple, qui a été tué par les loups, donc on voit différentes formes de violence, on pourrait dire violence pour les décrire tous. Donc, il y a le fait que le loup tue le bison pour le manger. Donc, ça, c'est un type de relation, on peut dire écologique. C'est une relation de manger. Et donc ça, c'est un type de violence, on peut dire. L'autre type de violence qui n'est pas, entre guillemets, écologique, c'est plutôt social. C'est la violence de domination, comme vous avez dit, de domination de qui est le dominant, qui a le droit de s'approcher à la carcasse, de le manger premier et second, troisième et tout ça. Donc, chez les loups, il y a une hiérarchie de dominance et donc ils font comme ça entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les loups peuvent aussi faire l'extension de cette hiérarchie sociale aux coyotes. Mais pas à tous les coyotes, mais à certains coyotes. Donc, il y a certains coyotes qui traitent comme n'importe quel animal et donc ils ont une relation plutôt écologique. Dans ce cas, ils ne mangent pas typiquement les coyotes, donc ils vont juste ne rien faire avec. Mais ils peuvent aussi, pour les coyotes qui connaissent mieux, qui sont genre les coyotes locaux, qui habitent là avec eux, dans le même territoire, ils peuvent avoir une relation sociale de dominance. Et donc c'est très intéressant aussi à voir, constater que ces relations peuvent être soit écologiques, soit sociales, et que le loup a le choix de comment il va traiter le coyote en fait. Donc c'est vrai que là on parle beaucoup donc du biologique, de l'écologique, mais il y a quand même toute une grande partie de votre ouvrage qui est sur l'ethnoécologie, donc véritablement le fait de voir d'autres taxonomies, d'autres catégorisations du vivant et du non-vivant chez d'autres peuples, dans d'autres cultures. Et c'est là où on voit quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement catégoriser le vivant, d'autres des animaux non humains le font, les scientifiques le font, et puis tous les peuples catégorisent le vivant. À un moment donné, il faut bien pouvoir communiquer, aller se nourrir, se soigner, etc. C'est ça, hein, trouver des catégories qui rassemblent certains êtres vivants. Oui, justement. Donc, si on parle dans une pensée évolutionnaire, on parle tous les animaux, tous les êtres vivants, même peut-être de certaine manière les plantes, ça c'est plus compliqué à comprendre, mais certainement, tous les animaux font des catégories. Ils catégorisent le vivant dans, par exemple, les choses qu'ils mangent, les êtres amis, les êtres ennemis, au moins, non? Bon, il y a des animaux qui ne sont pas sociaux, donc il y a juste ce qu'on mange et tout le reste. Mais en tout cas, il y a des catégories et quand on arrive à l'animal qui est l'humain, nous avons aussi évidemment des catégories comme tous les autres animaux,
Mais ce qui est intéressant chez l'humain, évidemment, c'est qu'il y a tellement d'activités culturelles. Ce qui est culturel chez l'humain est extrêmement bien développé et extrêmement divers, non? Donc, ce qu'on voit, c'est justement tous les peuples humains du monde actuel et historique, selon ce qu'on peut comprendre, ont toujours eu des différentes catégorisations de vivants. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'ils sont tous à certains niveaux similaires. Donc, à niveau de reconnaître ce que nous appelons en taxonomie scientifique une espèce ou un genre, parce que, bon, en taxonomie, nous avons les premiers deux niveaux, non, c'est genre et espèce. Donc, on parle de Homo sapiens, Homo c'est le genre et sapiens c'est l'espèce. Non? Donc, si on parle de genre, qui sont des êtres très similaires, très liés par l'évolution, ou les espèces comme unité, donc à ce niveau, la catégorisation des êtres vivants est très similaire pour toutes les cultures. Il y a des différences évidemment, mais c'est à peu près la même chose. Et donc ça, c'est déjà un constat intéressant, que je crois que ça veut dire quelque chose sur le fait que nous partageons tous une même psychologie, en fait. Comment est-ce qu'on perçoit le monde? C'est très similaire entre cultures. Et après, il y a quand même un certain nombre de différences qui sont liées aux histoires locales, aux relations avec ces espèces. On parlait, pour préparer l'événement, on parlait justement des noms vernaculaires et un peu de... Alors, je sais pas si on peut dire exception française, mais en tout cas que le fait est qu'en France, les noms scientifiques sont... les noms vernaculaires, pardon, souvent des traductions littérales des noms scientifiques, même s'il existe effectivement très largement d'autres noms occitans par exemple pour désigner les catégories du vivant qui nous entoure. Mais souvent c'est vrai que les noms que l'on a historiquement sont liés à des relations d'usage spirituel, symbolique de ces êtres vivants-là. Ce que l'on retrouve, c'est vraiment, en fait, dans le nom d'une espèce, on retrouve toute l'histoire de nous les humains avec cette espèce-là. Oui, justement. Alors en français, en fait, il y a deux termes qui, à ma connaissance, n'existent pas dans d'autres langues. Il y a le nom vulgaire et le nom vernaculaire. Et c'est cette différence qui n'existe pas forcément, par exemple, en anglais ou en espagnol. Et je sais pas si d'autres langues, mais voilà. Donc, le nom vulgaire, c'est la traduction littérale du nom scientifique en français. Et c'est ça que vous avez probablement appris à l'école, ou quelque chose comme ça, ou dans un guide de naturaliste. Mais, par contre, le nom vernaculaire, ça, c'est les noms qui viennent des autres dialectes, des autres langues qui sont présentes en France. Et je trouve super intéressant, oui, exactement comme le fait que une espèce peut avoir plusieurs noms. Je trouve ça très important, en fait, de garder cette multiplicité de noms des espèces où ça existe, parce que chaque nom fait référence à différents types de relations qu'on peut avoir avec cette espèce. Donc, le nom scientifique en latin et grec, ça fait référence à, voilà, comme j'ai dit, toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur cette espèce, et ça fonctionne comme un indice pour trouver ces connaissances. Et ça, c'est hyper utile. Mais ça peut aussi servir comme, si on utilise ce type de nom dans la conversation normale, ça peut donner, je ne sais pas, une impression qu'on est super éduqué ou quelque chose comme ça, je sais pas, selon le contexte social. Le statut social plus élevé. Ouais, dépendant du contexte. En Chili, on fait un peu comme ça, parfois j'ai vu. Faire le choix d'utiliser le nom vernaculaire versus le nom vulgaire, ça peut revenir à un choix de faire référence à un certain héritage culturel ou à une certaine relation dans des pays où il y a des personnes indigènes. Si on utilise le nom indigène d'une espèce, ça fait référence à une indigénéité. Bon, ils peuvent avoir des références culturelles, politiques, etc. Qu'on fait à chaque fois qu'on choisit le nom à utiliser. Et je trouve que cela est super intéressant et riche. Et j'aime bien. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, bon, la grande différence qu'on trouve, plus que le fait que les noms peuvent être différents, les plus grandes différences entre cultures en termes de comment est-ce qu'on classifie le vivant, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas niveau
les catégories les plus petites, les espèces ou les genres, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on classifie dans les classifications plus générales. Comment est-ce qu'on remet ensemble les différents groupes de choses qui sont similaires, non? Alors, dans taxonomie scientifique, ce qu'on essaie de faire avec toute la hiérarchie taxonomique, c'est expliquer les relations évolutionnaires, mais c'est pas du tout ce type de relation qu'on veut expliquer ou dont on veut parler dans les autres cultures, évidemment. Donc, on parle d'autres types de relations, justement, quand on dit que, par exemple, je ne sais pas, les fougères sont une groupe à part et tous les autres plantes sont une autre groupe. Donc, il y a, par exemple, des cultures, des peuples qui n'ont pas de concept plante. C'est pas juste qu'ils n'ont pas le mot plante, ils n'ont juste pas le concept de l'idée de plante. Donc pour eux, ce que pour nous c'est une plante, pour eux c'est beaucoup de différentes catégories qui n'ont rien à voir entre eux. Donc ils n'ont rien en commun qui est important à noter. Voilà. Donc c'est à ce niveau de catégorisation en groupe de êtres vivants qui ont quelque chose en commun entre eux, qu'on voit beaucoup de diversité qui est vraiment super intéressant, et parfois on voit, je sais pas, une catégorie qui a un certain nom, qui met ensemble, je sais pas, ce qui pour nous semble être 5 espèces qui n'ont rien à voir entre elles. Et on se dit, mais pourquoi il y a une catégorie pour ça? Et c'est bon, alors la culture, probablement quelqu'un pourrait vous expliquer pourquoi ils ont tous quelque chose en commun, mais c'est peut-être quelque chose du niveau rituel ou spirituel ou quelque chose qui n'est pas évident pour nous, mais c'est dans leur interprétation du vivant en fait. Et d'ailleurs, pour continuer sur cet aspect spirituel, rituel, il n'y a pas que des êtres vivants, je dirais, visibles, qui font partie aussi de ces taxonomies, enfin de certaines taxonomies, puisqu'on a aussi les esprits, les ancêtres, les morts, qui font partie aussi des taxonomies que vous citez. C'est-à-dire, finalement, on a les êtres visibles et tout ce qui est invisible, non tangible, qui rentre dans le cadre de taxonomie qui existe pour certains peuples. Oui, mais voilà, c'est tout à fait vrai, et ça c'est très intéressant aussi. Voir en quelle catégorie on trouve ces êtres qui sont des esprits, des êtres de notre type de matérialité, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'ils sont dans les mêmes catégories avec les autres vivants? Est-ce qu'ils ont leur catégorie à eux? Mais c'est aussi important à noter que c'est pas juste les autres peuples ou les peuples indigènes ou comme ça, qui ont ce type d'êtres vivants qui ne sont pas physiques, qui sont plus que physiques ou moins que physiques, mais qui ne sont pas physiques. Nous aussi, je veux dire les Européens, avant, et toutes les cultures d'héritage européen, ont aussi ce type d'êtres. Il y a au moins 2 types différents. Il y a les êtres imaginaires comme les unicornes, non? Mais ça, il y a aussi des anges. Donc, il faut penser que, originellement, dans l'époque médiévale, d'où viennent nos idées, beaucoup de nos idées sur le vivant, toujours, l'idée du vivant, c'était la scala nature et la grande échelle de la nature. Ça vient d'Aristote, enfin. On ajoute un truc chrétien sur l'idée d'Aristote, sur l'héritage grec, et on a une idée que le vivant, c'est composé par un type de lignée continue qui commence avec les minéraux. Il y a des minéraux, il y a des animaux, bon, je crois que non, minéraux plantes, animaux simples, animaux complexes, humains, anges, Dieu. Et tout ça, c'est dans c'est différentes catégories du vivant. Avec une idée de hiérarchie, c'est ça? Oui, d'accord. Ok, très bien. Avant de passer à quelques questions de la salle, je voulais revenir sur le dernier chapitre de l'ouvrage, qui parle vraiment du futur de la conservation de la nature par rapport à ce qui a été discuté auparavant et que nous venons de discuter ici pour l'Agora des Savoirs. Et notamment, je voudrais revenir sur un point qui a déjà été un peu évoqué, c'est la notion d'hybride. Parce que c'est vrai que de manière générale et assez classiquement dans la conservation de la nature, conserver des lignées entre guillemets pures génétiquement, c'est un objectif de dire il faut surtout pas qu'il y ait hybridité. Or,
dans votre ouvrage, vous défendez le fait que d'avoir des hybrides dans la conservation de la nature, c'est loin d'être négatif en soi. Est-ce qu'on peut revenir peut-être dessus le fait que pourquoi c'est loin d'être négatif d'avoir des hybrides dans des programmes de conservation de la nature? Oui, bon, mais ça revient de la recherche que j'ai décrite un peu avant sur le fait que une des sources de spéciation peut être la fusion d'espèces, donc l'hybridation d'espèces. Et même si on ne crée pas une nouvelle espèce, une espèce qui est complètement indépendante, on peut avoir des passages de gènes entre espèces, non? Sans qu'ils deviennent d'autres espèces complètement, mais on parle beaucoup maintenant sur le fait qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on a trouvés où deux espèces qui restent à la fin, deux espèces distinctes, mais ils ont quand même échangé beaucoup de gènes, et que cet échange de gènes, donc quand on prend beaucoup de gènes, on les met dans un autre génome, donc ils sont dans un autre contexte, ça veut dire qu'ils sont régulés différemment, ils sont mis en activation différemment. Et ça peut créer, beaucoup d'exemples, que ça peut créer des adaptations qui sont utiles et qui sont des sources, qui sont des sources de créativité génétique. Je crois qu'on utilise un terme un peu comme ça maintenant. Donc, la création de nouvelles adaptations, et c'est justement la création de nouvelles adaptations dont le vivant a besoin maintenant avec le changement climatique et les autres problématiques, les autres pressions que le monde subit maintenant. Donc, nous avons besoin de plus de capacité à réagir, plus de créativité, plus de flexibilité. Donc, maintenant, il y a beaucoup de discussions à savoir s'il y a des conditions particulières qu'on peut réparer où l'hybridation crée plutôt des adaptations qui peuvent être utiles, ou s'il y a des autres conditions où c'est plutôt il y a des problèmes de stérilité, il y a des problèmes ça crée des nouvelles caractéristiques qui ne sont pas adaptées. Donc c'est tout à fait possible qu'on peut avoir tous les résultats possibles, des résultats positifs ou des résultats négatifs. Mais maintenant, on a bien reconnu qu'ils peuvent avoir des résultats positifs d'hybridation en termes de cette création de nouvelles adaptations. Donc, on essaie de comprendre est-ce que ça passe la majorité du temps, la moitié du temps, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut passer. Et donc, je crois que c'est nécessaire maintenant de changer un peu notre regard sur la conservation et de ne pas mettre l'emphase tout le temps ce type d'obsession qu'on ne peut pas laisser les espèces mélangées, on ne peut pas laisser les populations même d'une même espèce se mélanger parce que ça va être toujours mauvais. Non, mais ça ne va pas être toujours mauvais. En fait, c'est au cas par cas, suivant le contexte, où il faut prendre la décision en fait de est-ce que on laisse l'hybridation ou est-ce que on empêche cette hybridation-là. C'est vraiment la décision par rapport au territoire local, quoi. Oui, je crois que un problème que nous avons en conservation, c'est maintenant le plus qu'on comprend comment l'évolution marche en réalité, le plus il faut se rendre compte qu'on ne peut pas le contrôler. Nous ne sommes pas vraiment en charge de l'évolution. On peut penser que nous pouvons concevoir comment l'évolution doit passer, un peu le manipuler pour que il se passe au mieux, mais en fait, je crois que le plus qu'on le comprend, le plus qu'il faut se rendre compte que il y a beaucoup d'effets de contexte, il y a beaucoup de plasticité, je veux dire, avec ça, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer avec les conditions. Et voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer tout le temps, en fait. Allez, je me permets une dernière question. La semaine dernière, on parlait ici même avec Jean-Sébastien Steyer de Jurassic Park et les sciences. On parlait des extinctions, bien sûr, puisque c'était le retour des dinosaures, on prélève de l'ADN, on fait des dinosaures. Et plus récemment, donc il y a une société qui s'appelle Colossal qui a parlé des extinctions pour le mammouth.
en disant bah oui, on a de l'ADN partiel, mais on a de l'ADN de mammouth. On pourrait reconstruire un mammouth et réintroduire des mammouths à l'heure actuelle. Et vous me parliez justement du loup terrible. Alors peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, mais qui paraît-il, où Colossal a fait des loups terribles, qui est une espèce du Pléistocène. Est-ce que finalement, se dire qu'on peut, comme vous disiez, ne pas être en charge de l'évolution, mais un petit peu quand même, se dire qu'on remet et on réintègre des espèces qui ont disparu au Pléistocène, à l'Holocène, etc., pour enrichir finalement notre monde, est-ce que c'est véritablement une fausse bonne idée? Et si oui, pourquoi? Non, je crois que ça dépend. Je crois que ça dépend de qu'est-ce que c'est exactement qu'on est en train de réintroduire. Par exemple, dans le cas le loup terrible là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des loups gris, normal, et ils ont modifié vraiment pas beaucoup de gènes, je crois que pas plus d'une quinzaine de gènes. C'est même pas des gènes qui viennent directement du vrai loup terrible, c'est juste une modification des gènes existants dans le loup gris. Le propos de ces modifications, c'était seulement de changer l'apparence physique extérieure, la morphologie des loups pour qu'ils sont similaires à des loups terribles. Et donc, c'est sur le base ils ont un aspect similaire à ce qu'on pense était l'aspect de loup terrible, qu'ils ont dit, voilà, ce sont des loups terribles. Donc, déjà, c'est juste 2 jours après qu'ils ont annoncé ça, et il y a déjà une énorme controverse. Est-ce que ce sont des loups terribles? Et je crois que la majorité certainement des scientifiques ont dit, non, ça, c'est pas un loup terrible. Mais ce qui est intéressant, pour revenir à la définition d'espèces, la scientifique qui travaille sur ce projet à Colossal, j'ai vu qu'elle était interviewée dans une revue scientifique où elle disait, oui, mais en fait, voilà, il y a beaucoup de définitions d'espèces. Nous avons utilisé la définition morphologique. Nous avons le droit de faire ça. Toutes les définitions sont correctes, donc c'est correct de dire que ce sont les loups terribles. Mais je crois que ça, c'est très simpliste et que ça, c'est juste de la com, en fait, parce que je crois que le message de mon livre, c'est l'opposé, c'est que il y a beaucoup de définitions, ils sont tous incorrects. Donc, en fait, c'est pas juste comme ça qu'on peut dire que c'est un loup terrible. Ça ne veut rien dire qui est intéressant. Ce qui peut être plus intéressant, je crois, c'est si c'était possible, je ne sais pas si c'est possible techniquement ou pas, si c'était possible de créer une espèce éteinte ou recréer quelque chose de similaire à l'espèce éteinte. Mais quand je dis similaire, ce que je veux dire, c'est similaire écologiquement. Donc, une espèce qui fait les mêmes choses dans l'écosystème, qui a les mêmes types de comportements, qui fait les mêmes fonctions écologiques. Ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, qu'il y a une dispersion de graines d'une certaine plante qui n'a plus de disperseur, ou qui fait des monticules de crottes qui vont lâcher beaucoup de nutriments dans des endroits dans l'environnement, des trucs comme ça, que beaucoup d'espèces ont des effets comme ça qui sont importants pour le fonctionnement écologique. Et si on arrivait à recréer des fonctions qui manquent, ça, je vois l'intérêt. Ça, je crois que ça peut être hyper intéressant. Parce que c'est justement le fonctionnement des écosystèmes qui se perd, qui est menacé, qui ne marche plus très bien. Par la disparition des espèces qui assurent des fonctions dans ces écosystèmes. Oui, en fait, bon, du point de vue du fonctionnement écosystémique, on s'en fout de l'identité de l'espèce. S'il y a une espèce qui fait la fonction est accomplie. Donc voilà. Donc, de ce point de vue, en tout cas, je dirais que c'est pas très important l'identité d'espèce qui fait la fonction, c'est la fonction. Ouais. Très bien. Alors j'ai encore pas mal de questions à vous poser, Meredith, mais je crois que on va passer aux questions de la salle et peut-être juste avant quand même vous remercier. Merci beaucoup, Meredith, déjà pour cette première partie. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Bonjour.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous demander, en ce qui est relatif aux relations d'amitié que vous disiez avant, est-ce que cette relation doit être forcément active ou elle peut être passive? Est-ce qu'on peut considérer que le mutualisme est une amitié jusqu'à où ça s'arrête? Parce que il n'y a pas forcément, toutes les espèces ne sont pas sociales, comme vous l'avez dit, donc est-ce qu'on peut explorer un peu plus ça? Oui, merci, c'est une bonne question. J'essaie de penser à un bon exemple. Si on pense, je sais pas si c'est la bonne exemple, mais si on pense par exemple aux poissons qui nettoient d'autres poissons, là, oui, c'est intéressant et je connais pas en détail, mais je crois on peut le voir de deux perspectives. On peut voir qu'il y a une relation écologique dans le sens que le poisson qui nettoie l'autre poisson, il le fait parce qu'il mange. Il mange les ectoparasites du poisson plus grand, par exemple. Donc ça, c'est une relation écologique typique. Genre, manger, c'est l'écologie, non? Donc, on peut voir cette relation seulement de ce point de vue. Il y a une évolution qui permet que ce petit poisson reconnaît le grand poisson comme une source de nourriture et c'est tout. Mais donc ça, si on le voit juste comme ça c'est pas d'amitié parce qu'il y a rien de social entre le fait juste de manger. Et il a juste peut-être le fait qu'il doit approcher le poisson plus grand, mais approcher, est-ce que ça c'est social? Pas forcément. Mais ce que je pense, je suis pas sûre, je connais pas tous les détails, mais ce que je pense, c'est que dans beaucoup de ce type de relation, qui est surtout à la base écologique, il y a aussi beaucoup de comportements de communication qui existent entre les deux. Donc, dans ce cas, je crois que c'est pas juste que le grand poisson laisse beaucoup de petits poissons l'approcher pour manger des trucs qui sont sur lui. Je crois que pour que cette relation écologique puisse marcher, sans avoir des conflits, sans avoir des mécompréhensions, comme ça, ils doivent avoir certains types de communication. Et cette communication, voilà, ça c'est social. Donc s'il y a des signes entre les deux poissons, s'il y a des relations entre deux poissons en particulier, je sais pas, j'invente, mais je crois que beaucoup de ce type de relations marchent un peu comme ça. Donc il y a une couche de socialité sur une base écologique. Donc dans ces cas, on pourrait dire que oui, on pourrait peut-être parler des amitiés, en particulier si c'est individuel, si c'est une relation vraiment individuelle entre des individus particuliers. Si par exemple le gros poisson, il préfère se faire nettoyer la bouche par le poisson A plutôt que le poisson B, par exemple. Là, on pourrait se dire que là, on peut avoir une espèce d'amitié entre poisson A et gros poisson. Oui, exactement. Très bien. Merci. Une question. Alors oui, tout en haut, oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question un peu sur les risques de cette catégorisation justement des espèces, où je trouve que c'est intéressant pour avoir plus de connaissances et voilà, interagir avec d'autres chercheurs. Mais il y a aussi la limite on a catégorisé, du coup on hiérarchise, comme vous disiez, certaines espèces et on les objetise, et du coup on n'est plus du tout en connexion avec elles, et ça nous permet, voilà, celle-ci elle nous est utile, on la garde, celle-ci on la bazarde, on s'en fout. Et du coup, comment on revient un peu de cet écueil qui fait que voilà, on détruit certaines espèces et pas d'autres? Oui. Bon, oui, merci pour la question, c'est important. Je crois pas que les noms, par exemple, les noms scientifiques qu'on donne aux espèces, c'est la cause ou partie du problème de pourquoi on objectivise les espèces, parce que je peux vous dire que les scientifiques que je connais, qui connaissent très bien comment reconnaître certaines espèces, qui travaillent tout le temps avec leurs noms scientifiques, qui sont des taxonomistes comme ça, ils sont passionnés de ces espèces. Je viens d'être en expédition botanique avec quelques botanistes en Argentine, et ces botanistes, mais ils sont absolument fous ils sont terriblement motivés. C'était de 7 heures du matin à 23 heures du soir chaque jour pendant 2 semaines, sans manger parfois. Et bon, parce qu'ils sont tellement enthousiasmés par chercher, trouver, identifier et voilà, étudier ces plantes. Donc je vois
beaucoup de passion chez les personnes qui utilisent le plus les noms scientifiques. Donc c'est pas le nom, c'est pas du nom qui vient l'objectivisation. En fait, je crois que l'objectivisation, ça vient d'autres types de relations qui peut aussi s'appuyer sur les noms scientifiques. Mais ça, c'est les relations des gens qui n'ont jamais eu de relation personnelle avec ces espèces. Donc, c'est peut-être des décideurs politiques ou les décideurs techniques et qui prennent les décisions sur la conservation, qui malheureusement ne sont pas forcément les gens qui ont une relation avec les espèces sur le terrain. Voilà. Mais alors, si je peux juste rebondir, alors je ne sais pas si c'était l'objet de la question ou pas, hein, mais par exemple, la catégorie nuisible, qui est une catégorie politique, finalement, de gestion du vivant et des êtres vivants, ou la catégorie mauvaise herbe, typiquement, ce sont des catégories qui naissent aussi pas que des décideurs politiques finalement, mais aussi des personnes qui, à certains moments, ne veulent pas chez eux ou chez elles de mauvaises herbes, d'espèces nuisibles, le renard qui mange les poules, le blaireau qui détruit les champs, le castor qui coupe des arbres le long des ripisylves, enfin, etc., etc. Donc, il y a aussi le fait que ça vient aussi de personnes quand même qui habitent un territoire en local. Oui, non, ça c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, les relations, les catégorisations, les groupes dans lesquels on met les espèces, ça part surtout de différentes formes de relations que nous pouvons avoir. Et on voit même, oui, dans notre culture, qu'il y a beaucoup de systèmes en parallèle, différentes formes de classification en groupe. Donc, nuisibles, ça c'est un type de classification, un groupe d'êtres qui sont les nuisibles, qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde, mais par certaines personnes avec certains intérêts, genre, je sais pas, agriculture ou quelque chose comme ça, ou personnes avec des jardins. Et donc, oui, je crois que, qu'est-ce que je voulais dire, que là, c'est évidemment une relation particulière qui, on peut dire, qui est négative. Ils ne veulent pas avoir certaines interactions avec ces espèces. Là, mais là aussi, d'où viennent nos relations particulières avec différentes espèces, qui nous fait les catégoriser de différentes manières, ça vient de la complexité de la vie sociale et culturelle, non, et politique et économique, et tous ces facteurs mis ensemble. Une chose qui est super intéressante, si on parle de nuisibles, par exemple, je crois que vous avez parlé avec Charles Stepanov dans une de plus tôt dans l'année, non? Sur son livre Attachement. Et dans ce livre, il parle par exemple des nuisibles un peu. Il parle du fait que il y a pas longtemps, pendant le siècle dernier, l'idée de nuisible est peut-être pas présent ou très difficile. La relation qu'on avait avec ces mêmes espèces de plantes était très différente parce que ces espèces qui ne sont pas l'objet de la cultivation mais qui arrivent spontanément, ils étaient valorisés parce que c'était fourrage pour les animaux. Donc, selon lui, selon son livre, un champ sans ce qu'on dit maintenant nuisible était sans valeur parce que les animaux ne pouvaient pas manger. Il y avait que des choses à manger pour les humains et pas pour les animaux domestiques. Donc, on peut dire que les relations que nous avons avec cette catégorie de plantes spontanées qui arrivent dans les champs, ça a changé beaucoup. Et pourquoi? Pour beaucoup de raisons politiques, économiques, etc., etc., non? Bonsoir. Vous avez parlé des relations donc au sein d'une même espèce ou interespèces. Mais qu'en est-il du monde végétal? Moi, j'ai lu qu'il y avait une découverte récente comme quoi on avait découvert que les plantes communiquaient entre elles par impulsion électrique. Pour vous, les scientifiques, qu'est-ce que ça change? Enfin, quel est le nouveau regard que vous avez après cette découverte, quoi, en fait? Oui, merci pour cette question parce qu'il faut quand même parler des plantes aussi. Il ne faut pas oublier les plantes. Oui, donc, il y a beaucoup de recherches faites plutôt récemment sur le fait que les plantes, de différentes manières, peuvent communiquer entre elles, soit entre la même espèce, soit entre différentes espèces. Il semble que ces différentes formes de communication sont très souvent entre différentes espèces, donc sans distinction. J'ai pas
voulu parler beaucoup j'ai voulu parler des plantes, mais en fait, j'ai pas voulu aller en détail sur ça dans le livre parce que j'ai l'impression qu'on ne le comprend pas suffisamment maintenant pour vraiment faire le même type d'analyse. Quelles sont les différentes relations? Comment est-ce qu'une plante catégorise les autres plantes avec qui il interagit ou les bactéries, par exemple? Je crois qu'il y a beaucoup plus de recherches qu'il faut faire avant qu'on puisse faire cette analyse, ce résumé, on peut dire, cette synthèse. Mais ce que je crois qu'on pourrait dire, qui est très basique, mais semble être le cas pour les plantes en tout cas, c'est que ils font peut-être qu'ils font une seule distinction, c'est la distinction entre moi et le non-moi, tout ce qui n'est pas moi. Et donc, comme moi, je fais la lecture de certaines de ces recherches, c'est possible, mais c'est une hypothèse, je ne suis pas sûre, que les plantes communiquent beaucoup avec les autres espèces de plantes parce qu'ils ne distinguent pas du tout. Même, c'est pas seulement qu'ils ne distinguent pas d'autres espèces, ils ne distinguent pas d'autres individus. Genre, il y a moi, il y a des autres choses avec qui je communique qui sont aussi moi. Et puis, il y a d'autres choses avec qui je communique pas et c'est pas moi. Donc, je pense que ce qui peut expliquer certaines de ces phénomène, c'est que les plantes, en fait, ils reconnaissent eux-mêmes leur propre corps. Le corps est très mobile, non? Il pousse dans toutes les directions. Il n'y a pas de plan originel, donc ils peuvent avoir beaucoup de formes différentes. Donc, la plante n'a pas forcément la manière de savoir si une racine touche une autre racine. Est-ce que ça c'est mon corps? Est-ce que c'est la cour de quelqu'un d'autre? En même temps, c'est plus compliqué parce que beaucoup de plantes font la reproduction végétative. Donc, est-ce que mon enfant que j'ai fait de mon corps est juste là? Est-ce que ça c'est moi ou pas moi? En tout cas, c'est ambigu. Donc, je crois que pour la plante, c'est très difficile à savoir si deux racines se touchent. Est-ce que ça c'est qui? Non? Donc, pour la plante, je crois qu'en beaucoup de cas, le plus simple, la solution, c'est juste de dire si je peux communiquer, ça c'est moi. Voilà. Bonsoir. Merci pour votre intervention déjà. Et donc on a vu qu'il y avait un flou autour de la notion d'espèce, mais qu'est-ce qu'il en est du coup des sous-espèces puisque bon, avec la domestication par exemple du loup, mais en général il y a plein de sous-espèces dans la nature. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une sous-espèce? Oui, bonne question. Mais c'est le même problème à une autre échelle. Donc on fait la hiérarchisation de catégorisation. On va en descend, mais c'est exactement les mêmes problèmes. Donc on ne peut pas définir une sous-espèce. On ne peut pas définir de la même manière qu'on ne peut pas définir une espèce. Là, on pourrait imaginer, je crois que je l'ai pas évoqué en fait, mais on pourrait imaginer qu'il y a un critère génétique pour une espèce. Genre, entre deux espèces, il doit y avoir une certaine différence, quantité de différence génétique, par exemple. On pourrait penser la même chose entre deux sous-espèces, qu'ils sont différents parce qu'ils ont des différenciations génétiques. Mais en fait, si évidemment il y a typiquement une différenciation génétique, en fait, il y a des différences génétiques entre tout le monde, entre tous nous ici, non? Mais en fait, il n'y a pas une quantité de différence particulière qu'on peut définir, qui est la différence entre deux espèces ou entre deux sous-espèces, entre deux populations, même entre deux individus. Donc, il y a des différences, mais ils sont plutôt, on peut dire, qualitatives. Genre, mais ces différences du fonctionnement des gènes, ça n'a rien à voir avec le nombre de gènes ou qui sont genre en commun ou pas entre deux individus ou deux populations. Donc, sous-espèces, souvent, je crois que les taxonomistes utilisent sous-espèces pour dire, voilà, il y a une chose qui est différente. Genre, ils ont une apparence physique et une morphologie différente, cette population comparée à cette population, mais quand même, les autres critères ne sont pas là pour dire qu'ils sont deux espèces. Donc, on pense que c'est une espèce, mais il y a une différence. Donc, on va dire que c'est une sous-espèce. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une espèce, est-ce qu'on a raison de continuer à faire des listes rouges ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'on arrête deuxième question, est-ce que en faisant la chasse aux espèces exotiques envahissantes, dites exotiques envahissantes,
on se prive pas de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des capacités d'adaptation et notamment aux nouvelles conditions climatiques. Oui, merci pour ces deux questions qui sont importantes. Donc la liste rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la liste qui est créée. Il y a une liste au niveau mondial qui est créée pour le UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc ils ont fait une liste de toutes les espèces, pas toutes les espèces, mais ils essaient d'avoir toutes les espèces avec une évaluation de combien cette espèce est sous pression et ou peut être proche à l'extinction. Donc il y a différentes catégorisations de vulnérabilité à l'extinction. Et évidemment, ça s'est fait à la base de la taxonomie scientifique par espèce par espèce. Et je crois que c'est utile, oui, dans le même sens que j'ai évoqué, que les informations sur les pressions ou la probabilité ou la possibilité d'extinction d'une espèce, c'est parmi les informations que je voudrais pouvoir retrouver comme scientifique quand je fais le bilan d'une espèce ou que je veux avoir une information sur une espèce pour comprendre beaucoup de choses, comment cette espèce fonctionne, quels sont les problèmes, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il peut habiter, où est-ce qu'il a habité dans le passé. Bon, beaucoup de questions qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est parmi ces informations. Donc il y a le rôle indiciel de pouvoir trouver les informations. Je crois que ça reste très utile, même si on peut avoir des conflits et des controverses sur certaines, je sais pas, sous-espèces ou populations sont vraiment des espèces, ils doivent être listés, ou si deux espèces sont vraiment une espèce, ils doivent être combinés dans la liste et donc évalués ensemble. Donc on peut avoir ces controverses, mais en dépit de ça, je crois que grosso modo c'est très utile. L'autre question, si en chassant les espèces dites invasives, si on les prive de la capacité d'adaptation, oui, là, les espèces dites invasives, exotiques, ça c'est, il y a aussi ça c'est aussi une catégorisation à la fin politique, à la fin culturelle, ça dit beaucoup sur qu'est-ce qu'on pense doit être dans un lieu, pas dans un autre lieu, et ça n'a rien à voir vraiment avec comment fonctionne la nature, comment fonctionne l'évolution, parce que on sait sur le temps long, et nous sommes dans le temps long, même si on ne se rend pas compte, mais sur le temps long de l'évolution, toutes les espèces ont beaucoup changé de place, ils ont beaucoup bougé, ils ont traversé des océans, des montagnes, ils ont fait des voyages incroyables. Donc tout change de place et tout bouge et rien n'est statique dans l'écologie. Donc penser qu'il y a certaines espèces qui doivent être là et autres espèces qui doivent être là et ces espèces-là ne doivent jamais venir là, ça c'est un truc politique, quoi. Ça c'est un truc du contrôle de la construction de la nation-État et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la nature. Et donc il y a très peu, je crois qu'il y a certainement quelques exemples d'espèces qui arrivent d'une autre partie du monde qui vient dévaster un tel ou tel endroit. Et ça, c'est pas cool, on n'aime pas ça, mais quand même, c'est pas la grande majorité du cas. La grande majorité des espèces qui voyagent autour du monde ne font pas grand chose quand ils arrivent. Donc, en fait, je crois que le problème des espèces invasives, c'est très exagéré. Si on veut éliminer certaines, donc ça c'est juste dans de ces choix politiques, culturels, blabla, très compliqués je crois qu'on ne peut pas vraiment avoir un critère scientifique pour dire oui, il faut les éliminer ou non. C'est un de beaucoup de critères parce que en fait cette catégorie n'a rien à voir avec la science. Donc en fait la gestion de cette catégorie n'a rien à voir avec la science. Peut-être que les cas particulièrement problématiques, c'est sur des îles où il y a des taux, on va dire, d'endémisme très forts avec beaucoup d'espèces qui ne vivent que à cet endroit-là. Et quand là, on a des espèces qui arrivent et qui effectivement détruisent énormément d'individus et donc les espèces qui sont présentes, là, c'est particulièrement grave et c'est là où les politiques
on va dire, de gestion, de réduction de ces espèces exotiques envahissantes sont les meilleurs, peut-être. Comparativement au continent où on peut se dire que que ça va évoluer, que ça évolue et que ces espèces-là vont effectivement créer des interactions les unes avec les autres, des parasites qui vont arriver, des virus, enfin, etc., etc. Oui, bon, si on regarde par exemple les cas d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ça c'est des cas un peu extrêmes où il y a des espèces mammifères qui arrivent tout un continent et il n'y avait pas de mammifères. Donc ça c'est quand même, ils ont un impact, c'est en des cas où il y a un impact assez grand sur la faune qui est présente. Et là, ils ont fait le choix, qui est tout à fait défensible, de essayer d'éliminer tous les rats, j'ai oublié c'est quoi toutes les autres espèces, mais je crois qu'il y a des chats, il y a des renards, je sais pas quoi, mais ce type d'animal, tous les mammifères qui ne sont pas là. Donc, ça c'est très compliqué. Ils essaient de faire ça pour conserver leurs espèces qui ne sont pas trouvées dans les autres continents non plus. Donc, il y a aussi une logique tout à fait défensible et compréhensible de vouloir protéger ces espèces très uniques et toute l'écologie qui va avec contre la disparition. En même temps, il y a une question de si on ne tuait pas tous ces animaux invasifs, est-ce qu'il peut avoir une réponse d'adaptation, d'évolution parmi les marsupiaux d'Australie et de Nouvelle-Zélande face à ces nouvelles espèces? Et normalement, ben oui, ils doivent avoir une adaptation. Le problème, c'est que on peut dire de manière scientifique, oui, ça va passer. Ça peut pas, on ne sait pas en quelle temporalité et on ne sait pas à quel coût, dans le sens on ne sait pas combien d'espèces ne vont pas pouvoir survivre, mais il y aura probablement quelques-unes. Donc là aussi, c'est le choix politique de dire non, mais on veut conserver toutes les espèces. Voilà. Oui, effectivement, c'est un choix politique. Et d'ailleurs, il y a un très très bon ouvrage d'un chercheur montpelliérain, Jacques Tassin, du CIRAD, La Grande Invasion. Si vous connaissez pas, c'est un très très joli bouquin qui date un peu maintenant. Je crois que c'est autour de 2010, mais qui est un très chouette bouquin parce que c'est ce que vous disiez, Meredith, là sur effectivement cet aspect très politique de cette catégorie invasif. C'est ce que décrit Jacques Tassin dans cet ouvrage, et en disant aussi que politiquement, c'est bien de parler des espèces invasives et de leur élimination, c'est plus facile que de parler d'autres menaces qui pèsent sur la biodiversité, comme par exemple le fait de construire des autoroutes, des voies ferrées, de la fragmentation des habitats de manière générale, et bien sûr ces menaces qui, la surpêche, enfin, etc., qui sont beaucoup plus complexes comme gestion par rapport à de la gestion politique. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Moi, si on n'a pas, j'en ai une petite. Alors, je voudrais revenir sur, peut-être, parce qu'on n'en a pas parlé, et j'ai quand même dit qu'on allait en parler, c'est l'ONG Kintu, dont vous êtes cofondatrice, donc pour la réintroduction des guanacos au Chili. Peut-être revenir sur la problématique. Donc effectivement, c'est justement une question de fragmentation des populations et du fait que c'est des populations très très petites avec très peu d'individus, et qu'il y a un peu, vous le dites dans cet ouvrage, un conflit sur où il faut aller en termes de gestion entre une politique de réintroduction que vous défendez à travers l'ONG Kintu et des politiques qui disent non mais laissons faire. Passivement, ça va repeupler, les guanacos vont revenir. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir, nous, ça nous concerne aussi en France, ces politiques de réintroduction, leur intérêt sur le terrain. Oui, donc justement, le contexte, c'est que au Chili central, le Chili, c'est un pays très long entre l'océan Pacifique et les Andes. Et il y avait des guanacos dans toute la partie du sud, la cône sud de l'Amérique du Sud, donc ça inclut tout le Chili, originellement. Mais ils ont commencé à disparaître, à avoir les populations plus fragmentées à cause de la colonisation. Donc, ce processus de fragmentation et de réduction de population a commencé il y a plus ou moins 500 années.
Et jusqu'à maintenant, où dans le centre du Chili où je travaille, il y a essentiellement plus de guanaco. Il y a quelques guanacos qui passent dans les très hautes ondes parfois, et comme il y a une très petite population hybridée avec des lamas dans une zone protégée, mais il y a vraiment pas beaucoup. Et donc, on a aussi perdu, culturellement, on a complètement perdu la mémoire que ces animaux étaient là. Donc, au début, quand je suis arrivée au Chili, il y a 15 ans, quand je parlais du guanaco avec les personnes, bon, d'abord, je savais pas, j'avais aucune idée qu'il y avait des guanacos, mais je l'ai découvert. Et quand je parlais des guanacos aux personnes normales, même avec certains scientifiques écologues, personne ne savait que le guanaco était originellement dans le Chili central. Donc, la mémoire de ça, c'est complètement perdu. Et on sait très peu de si cet animal, bon, comme le guanaco, que c'est le lama sauvage, comme vous avez dit, l'idée que nous avons des lamas, c'est peut-être des Andes, ils habitent dans les montagnes. Et du guanaco, actuellement, le guanaco habite, il y a les populations plus grandes sont en Patagonie, donc dans les prairies et des montagnes. Donc on associe cette espèce et les espèces proches comme le lama avec d'autres paysages. Donc beaucoup de personnes, même des écologues scientifiques, m'ont dit mais le guanaco ne peut pas vivre dans cet habitat, ce type de paysage, parce qu'il y a des arbres, c'est boisé. C'est un type de système sylvopastoral. Donc il y a des arbres, il y a un type de bois avec des animaux domestiques dedans. Et beaucoup de gens ont dit, mais ça n'a rien à voir en guanaco avec ce paysage. Donc, on a aussi dû faire un type de récopilation d'informations, de chercher d'autres études. En Argentine, par exemple, il y a des guanacos qui habitent dans les forêts, etc. Et dire, mais oui, mais en fait, un guanaco, oui, il peut habiter, il y a des arbres, tout ça. Donc, il y avait déjà ça qu'il faut convaincre la communauté scientifique au Chili qu'il y a du sens à penser les guanacos dans cette zone. Tout le monde n'est toujours pas convaincu. Mais après, oui, la question c'est si on va, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec le fait qu'il y avait des guanacos ici dans le passé? Nous, comme Kintu, on pense que c'est intéressant penser à une réintroduction justement parce que dans ce paysage, ce qu'on a maintenant, c'est une forêt, un paysage avec différentes formes de forêt, en fait, différentes formations forestières, et qui est un peu vidé de ces animaux. On retrouve que du bétail maintenant, et très peu d'autres animaux en fait. Mais on pense que voilà, le guanaco aurait eu beaucoup de fonctions dans ce paysage intéressantes, une dispersion de graines, différentes plantes, d'arbres, et j'ai fait référence à des grands tas de fumier, de crottes. C'est un animal qui fait ça, donc ces grands tas de crottes peuvent être des pointes de régénération de certaines plantes et peuvent être des sources de nutriments. Ils vont créer un sol plus riche en nutriments. Ils vont attirer des insectes, des animaux qui mangent des insectes, etc. Donc ça peut être super intéressant comme effet écologique. Donc il y a certains effets comme ça qu'on pense que les guanacos, on sait qu'ils ont ces effets et on pense que dans ce contexte, ça pourrait avoir été important dans le passé et que réintroduire ces fonctions et ces effets écologiques pourrait contribuer à une restauration écologique du paysage. Et en fait, c'est un paysage que tout le monde au Chili pense qui est dégradé. Donc, il y a un argument qu'il faut faire quelque sorte de restauration. Donc, on dit que c'est comme ça qu'on peut faire une restauration vraiment très intéressante, avec pas mal d'autres formes de bénéfices aussi pour la société, parce que le guanaco, avant, quand c'était plus nombreux, on le mangeait. Maintenant, c'est illégal le chasse de guanaco. Mais s'il y avait plus, on pourrait le chasser légalement. On pourrait les manger. On pourrait utiliser sa laine c'est une laine très très fine. C'est la deuxième laine plus fine du monde. Donc, c'est un produit de luxe, en fait, qui est produit en Argentine et au Pérou, ou Bolivie. Bolivie, je crois. Je sais pas, mais les autres pays andins, en fait, font une production de la laine du guanaco, à très petite échelle, mais ça existe. Donc, ça peut être aussi une bénéfice intéressante.
Donc, on dit, regarde, il y a beaucoup de bénéfices écologiques, sociaux, économiques, blabla, pour faire ça. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Il faut générer ces relations écologiques et sociales, et il faut faire ça parce que ça va aider à retisser des liens de beaucoup de différents types de liens entre les personnes qui habitent dans un paysage qu'ils voient comme dégradé et ce paysage remis en vie, quoi. Donc, c'est ça notre vision. Donc, il y a, comme vous avez évoqué, d'autres scientifiques spécialistes en Wanako, par exemple, qui disent que mais non, mais il y a trop de problèmes génétiques, on ne sait pas si on peut mélanger les gènes, on pense qu'il y a des adaptations spécifiques à des différentes entre les différentes populations, à leur lieu où on les trouve. Et ça, c'est une discussion, c'est un thème de recherche actuel. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont vraiment en contre l'idée de faire des translocations, des réintroductions, de prendre des individus, une population ici et les mettre au Chili central. Mais en même temps, c'est pas eux qui sont en train d'étudier ces questions, c'est nous. Parce qu'eux, ils ont déjà décidé, ils sont juste en contre, ils veulent juste attendre que les animaux viennent spontanément au Chili central. À mon avis, ça peut ne jamais passer, parce qu'il y a tellement de changements d'usage du sol, tellement d'industrialisation, tellement de mines, tellement de trucs comme ça, et si ça continue, et s'il n'y a pas de frein, de raison pour ne pas le faire, pourquoi les Wanako vont revenir spontanément? Donc je crois qu'il faut être dans l'action et donner des raisons pour ne pas continuer à dégrader. Mais en fait, si je comprends bien, ils sont contre par rapport à l'argument dont on parlait tout à l'heure, d'hybridation. C'est-à-dire que, enfin d'hybridation, pas véritablement d'hybridation, mais de mélange génétique entre populations différentes qui seraient adaptées localement à différents endroits. Et si jamais on en prend et on mélange, bah, ce mélange, pour eux, c'est pas quelque chose de bénéfique. C'est ça pour l'espèce. Oui, c'est ça. Ils font cet argument, justement. Mais ce qui m'ennuie un peu, c'est que ils ne sont pas vraiment en train de faire les analyses nécessaires pour savoir si c'est vrai. Donc c'est nous nous sommes en train de faire ça pour répondre à la question. Donc ça, c'est une partie du projet, c'est aussi pouvoir identifier s'il y a des populations qu'on pourrait, en toute sécurité, on peut dire, transloquer, genre faire la réintroduction au Chili central. Et s'il y a des populations que c'est mieux de ne pas faire ça. Donc, on cherche cette information maintenant, c'est un projet qu'on fait maintenant. Et juste par rapport au fait de dire « Ah, il y avait du guanaco avant dans ces zones-là », ça c'est tout un travail d'enquête sur le terrain auprès des populations locales, dans les archives. Enfin, comment vous faites finalement, et comme dans tout programme de réintroduction d'ailleurs, pour dire « Ah bah là on est sûr, ou quasiment sûr, qu'il y avait du guanaco sur cette zone-là ». Oui. Bon, mais justement, l'analyse qu'il faut faire pour savoir quelles sont les populations qu'on peut remettre en contact et mélanger, l'analyse se base sur l'écologie historique, donc savoir en quel moment différentes populations ont été en contact dans l'histoire. Il y a combien d'années ou il y a combien de générations. Avec cette information, on peut très facilement faire les analyses nécessaires. Donc, pour ça, justement pour savoir où est-ce qu'il y avait des Wanako et à quelle date, dans différents endroits du Chili central, on utilise beaucoup de sources différentes. Donc, il y a des sources qui sont les observations des naturalistes, des explorateurs. Si on va vraiment dans le passé, genre 1500 quelque chose, il y avait des explorateurs qui ont décrit ce qu'ils voyaient et qu'ils ont découvert pour eux le Wanako. Ils l'ont décrit, je crois qu'une des premières descriptions du Wanako en Amérique du Sud, c'est de 1553, quelque chose comme ça. Genre, après ça, il y a de plus en plus d'observations, donc on peut utiliser ces observations. Il y a aussi, on pense pouvoir utiliser des archives je sais pas comment ça s'appelle, mais la police qui est en charge de la chasse, non, qui contrôle si la chasse est faite correctement ou pas. Donc, avec ces archives, on pense pouvoir savoir où on chassait Wanako jusqu'à telle et telle date. Donc, ça va nous dire où il y avait des Wanako, effectivement.
il y avait des entreprises qui faisaient des chaussures, par exemple, de Wanako, de pile de Wanako. Donc, on pense si on peut contacter quelqu'un qui sait quelque chose sur cette entreprise, d'où est-ce qu'ils achetaient leur peau de Wanako, où est-ce qu'ils étaient chassés, parce que il n'y avait jamais élevage de Wanako, c'était des Wanako sauvages. Donc, il y a ce type d'information possiblement. Et aussi, c'est juste aller auprès des personnes qui habitent dans les zones rurales et faire des enquêtes, demander est-ce qu'il y avait des Wanako ici, est-ce qu'il y a des vieux qui passaient beaucoup de temps dans les montagnes avec les bétails ou normalement des personnes comme ça qui auraient vu des Wanako et quand c'était ça et combien de fois et tout ce type d'informations. Je croyais avoir compris votre propos jusqu'à ce qu'on arrive au Guanaco. Ah mince. Ça remet tout en cause. Bah, en tout cas, de ce que j'ai compris, ça un peu. Parce que on parlait tout à l'heure des espèces dites invasives, et on se disait, vous disiez, c'est une décision politique. C'est parce que c'est pas parce que elles n'y étaient pas avant qu'elles n'ont pas le droit d'y être maintenant. Mais est-ce que c'est pas la même démarche de dire c'est parce qu'il y a eu des Guanaco qu'il faut qu'il y en ait dans l'avenir et qu'on en remette. Est-ce que c'est pas un peu du même ordre? S'il y en a plus, c'est parce que les conditions n'y sont plus. Et donc, du coup, je vois plus la cohérence. Oui, non, mais c'est une bonne question, merci. Alors, en fait, oui, notre argument scientifique, si vous voulez, c'est sur les fonctions. Comme j'ai dit antérieurement, l'argument plus intéressant du point de vue écologique, c'est pas l'identité de l'espèce en question, c'est quelles sont les fonctions. Alors, on pourrait, en fait, nous sommes comme ONG, nous sommes aussi en train de voir la possibilité de travailler avec des lamas, qui ne sont pas les mêmes espèces, mais c'est très proche, parce que les lamas sont beaucoup plus faciles à travailler avec, parce que ils sont dans une catégorie d'espèces politiquement qui est domestique, et donc il y a en fait il y a presque pas de régulation sur son traitement. Donc on pourrait travailler beaucoup plus facilement avec lama que Wanako. Donc maintenant on est en train de voir si ça va être en fait un angle à développer. Mais oui, vous avez tout à fait raison que les deux arguments sont en contradiction. Mais là, je répète que ça c'est possible parce que tous ces arguments sont culturels, politiques, économique, etc. Donc, si on utilise l'argument au Chili que un des arguments de pourquoi on veut remettre les Wanako, c'est parce qu'il y avait des Wanako, ça c'est parce que c'est un argument qui a du sens, parce qu'au Chili, on est très nationaliste, pas dans un sens mauvais, mais dans le sens qu'ils sont super fiers, ils sont chiliens, c'est un pays un peu comme une île qui est tout isolé, et voilà, ils ont un sens d'identité très fort. Donc dire qu'il y a des espèces qui appartiennent au Chili, ça résonne beaucoup avec eux. Mais la partie, il y avait peut-être je ne sais pas si c'était une mauvaise communication de ma part, mais là, quand on cherche à savoir où précisément il y avait des Wanako à différentes dates et en différents endroits, ça c'est pas pour faire l'argument que parce que c'était là, c'est pour ça qu'on va le remettre. C'est pour une analyse technique où on dit, ok, quels sont les risques de mélange génétique? Les risques de mélange génétique sont plus élevés, selon les études qui ont été faites par les généticiens, quand il y a plus de temps sans contact, et sont moins élevés qui ont moins de temps sans contact. Donc c'est une façon assez simple. En fait, il y a d'autres critères aussi là. Il y a un arbre décisionnel qu'on peut utiliser. Donc un des critères importants, c'est combien de temps sans contact est-ce que il y a entre ces deux populations. Donc c'est dans ce sens, cette partie de la recherche qu'on fait, c'est pas dans l'optique de faire un argument juste que parce que c'était là, doit être là autrefois, mais plutôt juste pour pouvoir calculer le temps de séparation entre populations pour un type de évaluation génétique. Après, c'est juste une approximation génétique. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui passerait de vrai si on mettrait deux populations ensemble. C'est juste pour c'est aussi dans une optique politique de ne pas prendre des risques. Merci beaucoup, Meredith, pour cette discussion.